Par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Fin de vie, lutte contre le sida, discrimination de genre et prévention contre les dérives du chemsex. L'adjoint à la maire de Paris, Jean-Luc Romero-Michel, est sur tous les fronts des luttes sociales. On en parle avec lui dès le début de cette émission. Qui n'a jamais rêvé d'avoir la clé pour comprendre son ado et les changements qu'il traverse? 103 questions et leurs réponses pour tout savoir sur les ados ou tenter de les comprendre. Ce sera le livre dont on va parler avec son autrice, Nine Perrard, en seconde partie d'émission. Dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Guillaume Ouattara nous parlera de santé mentale et de TikTok, ce qui ne fait pas forcément bon ménage, on l'imagine. On en parlera avec lui. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité de l'éducation. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la tempête Ciarán qui s'est abattue cette nuit dans toute la France. Plus d'1 million de foyers sont toujours sans électricité et la rentrée scolaire s'annonce compliquée dans de nombreuses communes bretonnes. Oui, pourra-t-on ouvrir les écoles lundi comme prévu après ces vacances de la Toussaint? Rien n'est moins sûr. Après cette tempête d'une rare intensité qui s'est abattue sur l'ouest de la France avec des bourrasques de vent jusqu'à 200 km/h et qui continue son cheminement. L'heure est d'abord au bilan humain. 2 morts annoncé cet après-midi, une dizaine de blessés. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures. Ce matin, 1 200 000 foyers étaient privés d'électricité, dont 780 000 en Bretagne. Et la presse locale commence à remonter des dégâts importants dans les écoles, comme à Lannion, par exemple, où le toit d'une maison a atterri dans une école primaire. Mais vacances scolaires obligent, tous les dégâts ne sont pas encore connus. De nombreuses crèches, centres de loisirs et haltes garderies étaient fermées aujourd'hui face à l'intensité de la tempête. Autre question qui se pose à quelques jours de la rentrée scolaire, eh bien, que vont devenir les 183 élèves exclus qui ont perturbé la minute de silence avant les vacances suite à la mort de Dominique Bernard? Pour l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, eh bien, les laisser à la maison est tout sauf la bonne solution. C'est en tout cas l'analyse qu'il tenait ce matin. C'était sur France Info. Pour lui, exclure des élèves en voie de radicalisation est une très mauvaise idée. Je vous propose d'écouter ses propos. Si on commence à sortir des élèves parce qu'il y a des signes de radicalisation, on va pas régler le problème, on va les rendre dans leur famille qui généralement sont la source de leur radicalisation. Et là, ça va faire quoi? C'était la même discussion avec les femmes, les jeunes filles, voile, pas voile, on les scolarise et après on les laisse finalement grandir en France dans un milieu uniquement radicalisé. Et le remède est pire que le mal. C'est-à-dire qu'au moins à l'école, ça marche pas toujours, on l'a bien vu malheureusement, mais au moins à l'école il y a un contre-discours quand même, il y a quelque chose qui se passe, qui est autre chose s'ils sont dans un milieu complètement radicalisé. Poursuivons sur le volet judiciaire désormais avec la condamnation d'un enseignant qui avait brûlé les copies du bac à 800 € d'amende. Ouais, l'NTD dénonçait le niveau qu'il jugeait catastrophique des copies du bac. Victor Imordino, professeur d'anglais dans un lycée pro du 17e arrondissement, avait décidé tout simplement de les brûler. C'était le 9 mai dernier, il l'avait fait sous l'œil des caméras du Parisien notamment. 63 copies incendiées donc. Vendredi, il était jugé pour destruction par moyen dangereux. Et voilà sa défense. La bienveillance qu'ils ont tous reçue, les élèves, après cet acte leur a permis de repasser l'examen dans de meilleures conditions. L'objectif était de faire réfléchir à nos méthodes d'enseignement. Il risquait tout de même 10 ans de prison et il écope seulement de 800 € d'amende. Sur le volet judiciaire toujours, un adolescent de 16 ans a été mis en examen pour une fausse alerte à la bombe. Il prétendait agir au nom d'Allah et avait envoyé un courriel pour dire que 4 bombes avaient été placées dans un lycée d'Alsace entraînant son évacuation. C'est finalement dans le sud, à Montauban, que les policiers l'ont retrouvé. Selon le parquet, c'est un adolescent lambda qui n'a pas du tout mesurer la portée de ses agissements. C'est un manque total de discernement d'adolescents. À noter que d'autres enquêtes sont en cours pour d'autres alertes à la bombe fictives. Terminons ce journal du côté de Mayotte où les enseignants ont décidé de se mettre en grève. Ils exigent une revalorisation du taux d'indexation de leur salaire. Et le jour de grève n'est pas choisi au hasard puisque nous sommes au 2e jour de la visite de Philippe Vigier, ministre délégué des Outre-mer. Ce que revendiquent les enseignants, c'est tout simplement la revalorisation du taux d'indexation fixé à
1,40 et qui, à leur sens, ne correspond pas à l'inflation dans la région. Ils sont donc en grève, au moins aujourd'hui. À noter que Mayotte subit depuis quelques mois une grave crise de l'eau et le ministre a notamment annoncé que les distributions de bouteilles d'eau seraient étendues à toute la population. Merci beaucoup Guillaume pour ces informations. Homme politique élu en 2020, adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Jean-Luc Romero Michel est aussi un militant associatif acharné dont les combats politiques se traduisent sur le terrain. Président des élus locaux contre le sida, membre du conseil d'administration Sida Info Service. Il publie le 5 octobre dernier son ouvrage « Comme un cri de cœur pour choisir sa fin de vie ». Jean-Luc Romero est l'invité du Grand JT. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Jean-Luc Romero Michel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, président des élus locaux contre le sida et auteur de l'ouvrage Le Serment de Berne aux éditions de l'Archipel. On va parler bien sûr de cet ouvrage, mais à la fin de cet entretien, car on a plein de choses à se dire. Déjà aujourd'hui, vous êtes élu conseiller régional d'Île-de-France en 98 d'abord, sous les couleurs du RPR puis de l'UMP, puisqu'il a changé de nom ensuite, avant de rallier le Parti socialiste en 2009. Vous avez traversé ces dernières années de lutte sociale en politique. Elles ont été nombreuses, ces luttes. Il y a eu de véritables avancées, et puis encore des choses sur lesquelles il y a quelques manquements, ou en tout cas, on n'est pas encore arrivé finalement à bout de ce que l'on souhaiterait. Je dis un on généralisé, mais vous en particulier, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Quelle photographie vous feriez aujourd'hui de ces fameuses luttes sociales que vous avez traversées ? Vous savez, moi j'ai pas eu forcément de chance, mais comme toute ma génération, et notamment quand vous êtes gay, d'avoir connu les débuts du VIH, l'arrivée du sida, et ce qui était quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, les plus jeunes d'entre nous, vous-même, comment vous imaginez que quand vous avez 20 ans, vous voyez vos amis de 20 ans, 25 ans ou 30 ans mourir ? C'était quand même quelque chose d'absolument incroyable. Et en même temps, je pense que ça m'a donné cette énergie de vouloir me battre, à la fois en souvenir de celles et surtout de ceux, parce que c'était surtout des hommes qui mouraient à cette époque-là, et peut-être de profiter peut-être un peu mieux de la vie, et puis de faire de ma vie un combat, parce que moi j'ai eu la chance de survivre, d'être toujours là après plus de 35 ans de vie avec le VIH. Et donc, je ne pensais même pas atteindre les 30 ans. Bah bien sûr, à cette époque-là, vous savez, quand on vous annonçait que vous étiez porteur du VIH, c'était un arrêt de mort, il n'y avait pas de traitement, où il y a eu un traitement qui était l'AZT, qui était un truc horrible. C'était très contesté ensuite, oui. Mais maintenant, la trithérapie qui marche bien. Voilà, maintenant, aujourd'hui, évidemment, les choses ont complètement changé, mais à cette époque-là, c'était absolument terrible. Et quand vous voyez mourir, c'est ça qui est incroyable, quoi. Ça a été une époque qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que tous les jours, vous appreniez la mort de quelqu'un. Et vous voyez, moi, j'avais ma mère qui, évidemment, était beaucoup plus vieille que moi et n'avait pas ses amis qui mouraient à ce moment-là, puisqu'elle avait 45 ou 50 ans. Et moi, j'avais presque tous les jours, j'apprenais, ce qu'en plus, j'avais été dans des mouvements associatifs, j'avais été dans une radio qui s'appelait Fréquence Gay, on était plus d'une centaine, mais les trois quarts sont morts. Donc, et ce qui est très impressionnant, ce que vous dites dès le début de l'échange, vous me dites, quand on était gay, en fait, c'est très important parce que ça marque l'époque. En fait, on a l'impression que c'était réservé justement aux personnes qui étaient homosexuelles. Or, ça devait toucher toute la société. Bien sûr. Et même moi, qui est effectivement, je suis née en 77, mais c'était une époque qui était arrivée après, on a pris conscience surtout avec Les Nuits Fauves, le fameux film qui est sorti à l'époque, qui a été un marqueur très important de la société. C'était réservé justement uniquement ce côté médiatique aux homosexuels, à ces personnes-là. Pourquoi les gens ne prenaient pas conscience? Parce qu'au début, les premiers cas qu'on nous a annoncés étaient d'abord la première annonce qui a été faite aux États-Unis en mai 81. C'était pour parler de 5 cas d'homosexuels qui étaient donc touchés par ce qu'on ne savait pas qui était le VIH à l'époque, mais qui avaient un effondrement de leur défense immunitaire et qui mouraient. On s'est très vite rendu compte qu'au final, d'abord on a parlé des 4H, les homosexuels, les haïtiens aux États-Unis qui étaient très touchés, les héroïnomanes et les hémophiles. Et puis on s'est rendu compte d'ailleurs... D'où l'amalgame terrible qu'il y a eu justement. Et en même temps, quand vous parlez par exemple avec le professeur Willy Rosenbaum, qui était un des co-découvreurs du VIH, dès cette année-là, il avait évidemment des femmes et des hommes hétérosexuels qui étaient infectés par le VIH, particulièrement d'Afrique subsaharienne. Mais il a fallu un moment pour qu'on s'en rende compte. Et d'ailleurs aujourd'hui, la majorité des gens qui sont contaminés dans le monde sont d'abord des femmes, et des femmes
femmes hétérosexuelles. Mais bien sûr, les homosexuels restent une population vulnérable, mais c'est d'abord plus d'hétérosexuels qui vivent avec le VIH dans le monde que d'homosexuels. Comment fait-on pour en parler aux jeunes aujourd'hui, justement, de ce VIH qui est encore très présent, de cette lutte quotidienne, alors qu'on a trouvé en très peu de temps un vaccin contre le Covid-19 on voit que l'ARN, a priori, ne fonctionnerait pas sur ce virus qui est suffisamment mutant, en tout cas qui mute très très vite. Comment fait-on pour pouvoir avoir... D'abord, il faut arrêter de leur faire peur, parce que ça ne sert à rien. On voit bien que, d'abord, leur expliquer qu'aujourd'hui, et notamment parce qu'il y a malheureusement beaucoup de jeunes qui continuent à être infectés, leur dire qu'aujourd'hui, contrairement à mon époque, vivre avec le VIH, c'est-à-dire avoir la même espérance de vie que vous et que n'importe lequel des Français. C'est quand même pas rien. Pouvoir faire des enfants, pouvoir avoir une vie sexuelle classique, normale, puisque vous savez, quand vous êtes sous traitement, vous n'infectez plus. C'est d'ailleurs là tout l'enjeu d'avoir un monde sans sida. D'ailleurs, ce n'est pas dit, ça. Ce n'est pas suffisamment dit. Est-ce que le gouvernement doit être plus pushy là-dessus ? Et je pense tout le monde, parce qu'on ne se rend pas compte que... Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on pourrait avoir un monde sans sida. Vous parliez du Covid, tout à l'heure de la Covid. Vous êtes incapable, comme moi, de dire on pourrait avoir un monde sans Covid, on n'en sait rien. Eh bien, le VIH, aujourd'hui, si on arrive à détecter, dépister toutes les personnes en France et dans le monde qui vivent avec le VIH, on les met sous traitement. Donc on paye des traitements et en France, tout le monde a droit au traitement. Quand vous êtes sous traitement, en général, vous n'avez plus de charge virale, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus infecter. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait cela... A priori, vous dites en général. Oui. Mais aujourd'hui, si vous faites cela, ça veut dire... Et d'ailleurs, l'ONU-SIDA a fixé une date, c'est 2030. Et 2030, c'est dans 7 ans. En 2030, on peut avoir un monde sans sida, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'enfants, de personnes qui s'infecteraient au VIH. Donc vous voyez, aujourd'hui, il faut en parler, expliquer qu'il faut faire tomber toutes ces peurs qu'il y a autour des personnes séropositives, parce que ce qui est fantastique dans cette affaire, c'est que les progrès médicaux, vous le soulignez, ont été considérables. Imaginez, moi je suis encore là et de voir qu'aujourd'hui les gens peuvent avoir une vie quasiment normale et en même temps les progrès sociétaux sont pas à la hauteur. Dire sa séropositivité pour un jeune, c'est toute une chance d'être rejeté par ses... Ouais, mais chez les jeunes aussi, c'est bien sûr, mais chez les jeunes, c'est aussi souvent d'une violence inouïe, même chez des jeunes gays où on peut être rejeté à cause de cela. Donc on voit qu'aujourd'hui il faut au contraire, en reparler parce qu'on a un espoir. Vous savez, moi pendant la présidentielle, en tant que président d'élus locaux contre le sida, j'avais interpellé les candidats à la présidentielle en disant vous pouvez dire je serai le président ou la présidente d'une France sans sida. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont intéressés au sujet. Et pourtant, c'est quand même fantastique de dire qu'on serait le président qui verrait disparaître un virus qui a quand même fait plus de 40 millions de morts dans le monde, qui a été quand même terrible dans notre pays, qui a décimé des générations entières. Donc c'est quand même un espoir fabuleux. Mais alors... on l'a pour aucune maladie. Enfin, on n'a aucun... parce que, je vous dis, même sans vaccin, vous évoquez le vaccin, c'est vrai qu'on ne l'a pas trouvé, mais même sans vaccin, on peut y arriver. Oui, alors ce qui est fou, c'est que vous parlez de la prévention, justement, une prévention qui pourrait être peut-être plus forte, et vous allez me donner votre avis là-dessus, donc de la part du gouvernement, peut-être prendre des mesures plus sévères justement pour arrêter la transmission de ce virus pour ceux qui ne sont pas justement sous thérapie, pour arrêter cette transmission de virus, pour parler aux plus jeunes, pour les sensibiliser à la cause, pour être ouverts aussi peut-être davantage, être moins fermés, moins obtus par rapport à ces maladies-là. Mais pourquoi, comment faire comprendre à ces jeunes, à cette génération qui a vécu le Covid-19 et l'arrivée d'un vaccin si soudain, le fait que 40 ans après, on n'ait toujours pas de vaccin? Parce que c'est vrai que c'est un virus qui mute beaucoup et qu'on n'y est pas arrivé. Puis évidemment, on n'a pas mis les mêmes moyens parce que la Covid, d'un seul coup, toute la société se retrouvait bloquée. Donc là, des moyens extraordinaires ont été mis en œuvre. Mais ce qu'il faut quand même leur dire aujourd'hui, c'est que voilà, on a cet espoir-là et qu'il faut quand même que l'éducation nationale finisse par jouer son rôle. Parce qu'aujourd'hui, globalement d'ailleurs, sur la santé sexuelle. Il y a normalement des obligations, il y a je ne sais pas combien de circulaires qui ont été faites dans notre pays qui obligent à des séances sur l'éducation sexuelle, sur la santé sexuelle. Mais dans plein d'endroits, elles ne sont jamais faites. C'est compliqué, on l'a vu avec la mort d'un enfant suite alors on ne sait pas si c'est un lien ou pas, mais suite quand même à la vaccination au HPV, au papillomavirus. Donc en fait, on voit que la complication se fait aussi du côté des organismes de santé. Peut-être aussi que c'est difficile pour à la fois... Oui et non, parce qu'il faut bien parler de la sexualité, c'est la vie. Et je pense que c'est important parce qu'on ne parle pas de la même manière non plus avec ses parents. Alors vous avez des parents qui sont très ouverts, qui vont beaucoup parler avec leurs enfants, mais dans certains milieux, ce n'est pas le cas. Le
rôle de l'école est aussi important dans ce domaine-là. Et moi, je vois, nous, on avait, j'espère que ça continue, mais quand j'étais conseiller régional et j'ai été président du Centre régional d'information et de prévention du sida, on formait 90% d'une classe d'âge, c'est-à-dire les secondes, aux questions de santé sexuelle en général. Et c'est vrai que c'était important parce que souvent, ils ont peut-être Internet, ça peut être le meilleur, mais ça peut être aussi le pire. Souvent. Ils apprennent, ils pensent savoir des choses qui sont totalement fausses. Et sur la sexualité, c'est quand même très important parce que, je suis désolé, mais votre personnalité, elle a besoin de connaître un certain nombre de choses. Ça peut pas être simplement en regardant quelques films porno en cachette ou tout ça. Et donc, je pense qu'il y a une vraie... Le porno n'est pas la vie sexuelle. Il faut l'apprendre autrement. Ce n'est pas la vie sexuelle. Et beaucoup découvrent cette sexualité souvent que par ces films, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement facile, évidemment, de pouvoir les voir. Avant, il fallait piquer la cassette de ses parents, mais aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Et c'est important de faire ça parce que ça dédramatiserait beaucoup de choses, et notamment sur le VIH, ça dédramatiserait, puis ça permettrait aussi peut-être que certaines personnes ne s'infectent pas, parce que quand même aujourd'hui, on a toujours dans notre pays 5000 personnes qui tous les ans s'infectent au VIH avec toutes les informations qu'on a. Et c'est dommage, parce que bien sûr que vivre avec le VIH, c'est plus la même chose, mais c'est quand même mieux de vivre sans, parce que vous construire une vie personnelle, amoureuse, quand vous êtes séropo, vous savez, quand vous devez dire à votre partenaire, c'est pas quelque chose de facile. Bien sûr, et on imagine très bien. Vous parliez évidemment de discrimination par rapport à ces personnes ces discriminations qui peuvent exister par rapport à ces personnes qui sont séropositives. Les discriminations sont multiples malheureusement en France. Vous êtes en charge donc, des droits humains, de l'intégration et de cette lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Où en est-on sur ces questions-là précisément? Le 7 janvier dernier, le petit Lucas s'est suicidé à cause du harcèlement dont il a été victime en raison de son homosexualité. Comment on peut imaginer encore en France aujourd'hui qu'en 2023, un enfant se suicide parce qu'il parle de son homosexualité? Mais vous savez, les choses ne sont pas si faciles. Dans quelques jours, il y a un film qui va sortir, L'Arche de Noé, avec Valérie Lemercier, qui parle justement de ces enfants qui sont mis dehors à 16 ans, 17 ans, 18 ans par leurs parents. Vous vous rendez compte des parents qui mettent dehors leurs enfants parce qu'ils sont gays, lesbiennes, trans, bi? C'est quelque chose d'extrêmement violent en 2023. Quand on aime, vous savez, on ne choisit pas d'être hétérosexuel, on ne choisit pas d'être homosexuel. Et c'est pour ça qu'il faut faire un vrai travail dans les écoles. Pour moi, les écoles sont extrêmement importantes. Quel travail faire? Parce qu'avec qui? En fait, ma question, c'est la formation aussi de ces personnes qui vont devoir en parler. Comment fait-on? La formation, il y a plusieurs possibilités. Bon, d'abord, il faut que les postes d'infirmiers et d'infirmières soient pourvus, parce qu'ils peuvent faire un travail fantastique. C'est quand même des personnels qui savent parler de ces questions-là. Et puis après, il ne faut pas hésiter à prendre des organismes extérieurs. Je vous parlais tout à l'heure du Centre régional d'information et de prévention du sida. Nous, on utilisait des troupes de théâtre qui venaient faire du théâtre forum et qui interpellaient les enfants autour de ça, faire venir les associations qui en parlent le mieux. Quand vous parlez de harcèlement LGBT, faire venir SOS homophobie, je veux dire que c'est très bien. Et sur toutes les questions, c'est comme ça, parce que on voit bien qu'on est quand même dans une société où malheureusement les réseaux sociaux font beaucoup de mal, et que le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, même les violences vis-à-vis des personnes en situation de handicap sont terribles, parce que quand vous lisez les tweets, les X, je ne sais pas comment on dit maintenant, que vous allez sur Facebook et que vous voyez des messages de haine qui restent comme ça et qui sont likés par plein de gens. Alors pour moi, c'est une minorité, parce que la société est beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était, notamment par rapport à ma génération. Mais quand vous êtes jeune, que vous voyez des messages de haine, des messages d'un racisme. Là, on a vu ce qui se passait ces derniers jours sur l'antisémitisme. Comment voulez-vous que ces jeunes se sentent bien? Et on est donc dans une société où il faut vraiment pas prendre à la légère ce qui se passe aujourd'hui dans cette explosion parfois sur les réseaux sociaux de haine, et je vous dis de tous les domaines. Et c'est pour ça que la mairie de Paris, c'est aussi son rôle que d'aider. On a par exemple un concours qui s'appelle Collège pour l'égalité, où on finance des associations pour qu'elles aillent parler de toutes les questions. Ça va évidemment de la question du harcèlement de rue que subissent les jeunes filles et les femmes, qui est quand même un vrai problème aussi, jusqu'évidemment les questions d'antisémitisme, en parlant dans les questions de sexisme. Jean-Luc Romero-Michel, quand je vois à quel point vous êtes effectivement inquiet et presque en colère aussi d'une société qui continue d'aller vers à la dérive,
nous, c'est vrai que citoyens, on se pose cette question quand on voit des élus qui eux-mêmes n'arrivent pas à trouver de solution. On se demande comment on va en trouver réellement pour nous, en fait. Vous comprenez aussi la réaction des citoyens ? Nous, on essaye de travailler. Alors, c'est des gouttes d'eau. Vous savez, dans la vie, malheureusement, moi, je vois tous les combats que j'ai pu mener. C'est toujours des gouttes d'eau par rapport. Oui, mais si chacun met sa goutte d'eau. Dans la lutte contre les discriminations, là, on a le premier festival du film contre les discriminations qui s'est terminé il y a une dizaine de jours. Je peux vous dire que j'ai été extrêmement surpris. C'était le premier qu'on faisait. J'y tenais beaucoup. Ça a duré 10 jours. On a eu des films sur toutes les questions et notamment même sur la grossophobie, sur différentes choses pour voir vraiment à quel point aujourd'hui les gens peuvent s'attaquer à tout et n'importe quoi. Et on voyait des salles pleines de cinéma, que les gens venaient voir bien sûr le film, mais surtout assister au débat et avec plein de jeunes qui avaient envie de venir parler de tout ça, parler de ce qu'ils vivaient souvent, parce que finalement chacun subit une discrimination à un moment. Alors il y a les jeunes et puis il y a aussi tous ceux qui travaillent avec les jeunes et qui effectivement n'ont pas été formés à cela et ne savaient pas quoi répondre aussi, étaient un peu embarrassés face à des jeunes qui venaient leur parler. Alors vous avez lancé justement, il me semble, au sein de la mairie de Paris, une formation en ligne à disposition des agents d'accueil. Oui, bien sûr. C'était nécessaire ? C'était leur demande ? Mais sur plein de choses. Oui, parce que je pense que vous savez, sur plein de trucs. Je vous donne un exemple. Quand est arrivé le mariage pour tous, sont donc arrivés des couples homosexuels au guichet des mairies. Les personnels ne savaient pas trop comment les accueillir. Les personnes trans, parfois vous avez des personnels qui ne sont pas du tout transphobes, mais qui ne savent pas comment faire. Et donc il faut former les personnes, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas tout savoir, on ne connaît pas tout. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'il faut faire très attention, dans certaines périodes aussi particulièrement. Et donc oui, il faut former ces personnels, et nous on les forme, comme vous savez, sur la police municipale. C'était une volonté de la maire. Alors on n'en est pas encore là parce qu'elle est assez récente, mais d'abord elle voudrait une police municipale qui soit réellement paritaire, c'est-à-dire composée autant d'hommes que de femmes. Et si elle veut autant d'hommes... Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent s'engager dans la police ? Bien sûr. Et souvent, vous les femmes, vous avez une autre façon de voir les choses. Et nous, on veut une police qui soit une police qui n'est pas là seulement pour faire de la répression, mais qui est là pour aider les personnes. Vous avez l'impression qu'ils font que de la répression aujourd'hui ? Non, enfin, nous, notre police municipale, c'est pas que son rôle, puisqu'au contraire, son rôle, c'est plutôt de prévenir les choses, c'est plutôt d'être à la disposition des personnes, c'est plutôt d'éviter les harcèlements que peuvent subir certaines personnes. Et c'est pour ça qu'elles sont formées initialement par des associations, et puis qu'elles le sont en continu, parce que je pense que c'est vraiment très important. Puis c'est aussi tout ça la promesse républicaine, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les gens ils croient plus, vous l'avez dit vous-même, ils croient plus dans leur politique, ils croient plus dans leur police, ils croient plus dans leurs médias, ils croient plus dans leur justice. Et il faut qu'on redonne ce sentiment qu'on est quand même dans une société démocratique, parce que vous savez, quand on regarde dans le monde aujourd'hui, il y a plus de sociétés non démocratiques que de sociétés démocratiques. C'est un combat pour vous entre démocratie et dictature qui s'opère ? Clairement, et populisme, aujourd'hui clairement. Parce qu'on voit bien que c'est cet enjeu-là, et que malheureusement aujourd'hui les démocraties sont en difficulté, parce que comme elles ne peuvent pas avoir un discours simpliste comme l'ont les populistes ou comme l'ont les dictateurs, elles ont beaucoup de mal, notamment à résister face, et je le dis, moi je pense que les réseaux sociaux ça a pu apporter des bonnes choses, on peut communiquer, etc. Moi je le vois dans mes combats, je communique avec eux, aussi mais en beaucoup même temps c'est une désinformer. violence. Moi je vois le nombre d'insultes que je reçois par jour, mais d'insultes gratuites, juste avant que j'arrive dans... À quel propos ? Mais sur mon homosexualité, sur plein de choses ou sur n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Rapidement, parce qu'on a peu de temps et je voudrais qu'on aborde d'autres questions. Juste avant d'arriver sur ce plateau, je regardais un tweet qui avait été fait. Quelqu'un reprenait une photo que j'ai faite à Béthune, dans le Pas-de-Calais, et qui trouve hideuse, et disant « Ah bah vous voyez ce qui est devenu Paris, ce Paris de Anne Hidalgo, etc. » C'est une photo de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Et c'est un historien. Donc, si vous avez du temps après l'émission, je vous montrerai. Donc, à un moment, vous vous dites, mais comment on peut continuer dans cette société à désinformer Mais c'est aussi aider les jeunes, justement, à s'informer. Alors, on pourra, ce sera l'objet d'une autre émission, parce qu'il y en a d'autres thèmes à aborder avec vous. Mais je voudrais juste 3 points. Évidemment, la fin de vie qu'on va aborder en dernier lieu. Mais autre point par rapport, effectivement, à l'accueil des personnes LGBT+. Vous avez créé la bulle. Oui. Expliquez-nous ce que vont retrouver ces personnes-là. Parce Alors, que c'est important d'avoir une bulle, certes, mais il faut que ça soit au quotidien et partout et tout le temps. Oui, mais c'est un lieu qui est destiné à 2 catégories de personnes. Parce que dans LGBTQI+, il y a des gens qui subissent plus de discrimination que les autres. Et nous, on a voulu faire un lieu d'accueil pour les migrants LGBT, parce que vous savez qu'on n'en a jamais reçu autant, qui arrivent d'Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé là au Sénégal, encore, où des gens ont déterré un homosexuel, l'ont brûlé, ont fait une fête autour de lui. Et donc, eh bien, évidemment, du Sénégal, du Cameroun, de Russie, ils arrivent en masse et on veut pouvoir les accueillir dignement
à Paris. Et donc, ils ont un lieu d'accueil, et pour les personnes trans, parce qu'elles sont aussi les plus discriminées. Et ce lieu, c'est ce lieu d'accueil, et qui permet aussi après de leur trouver des solutions. Par exemple, pour les réfugiés, on a quand même créé 30 appartements en 3 ans. C'est un effort quand même considérable, parce qu'on n'est pas l'État, nous, on est juste la ville de Paris. Certes, c'est la capitale, mais on a fait énormément d'efforts. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de réfugiés, et que ces réfugiés, il faut les recevoir dignement. Et avec ce qu'on vient de voir là au Sénégal, on comprend à quel point ils sont obligés de fuir leur pays. Et ça, c'est quand même pas acceptable non plus en 2023. Parmi vos combats, donc il y a la prévention, on vient de l'entendre évidemment, l'information aussi, comme une pratique dont le grand public a malheureusement eu connaissance avec l'affaire Pierre Palmade, le chemsex. Alors c'est très particulier, on ne va pas en parler longtemps malheureusement parce qu'on n'a pas de temps, mais en quoi les pouvoirs publics doivent agir à ce niveau? Comment faites-vous pour agir à ce niveau-là et expliquer qu'en fait c'est une pratique qui n'est pas que liée effectivement déjà à un groupe spécifique de jeunes et qui concerne tout le monde? Le chemical sex, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec des drogues, et c'est particulièrement des drogues de synthèse. Ça a commencé dans la communauté gay, c'est en train de s'étendre aujourd'hui, et aujourd'hui dans une espèce d'indifférence générale. Et moi je suis assez en colère parce que nous à Paris, ça fait 3 ans qu'on a lancé un plan. Vous aviez fait avant, hein, d'ailleurs il y a bien plus longtemps. Oui, j'avais fait avant, mon mari en est mort, donc pour vous dire les choses clairement, enfin c'est pas un secret puisque j'en ai même écrit un livre, mais les pouvoirs publics ne font rien. C'est comme le début du sida, parce qu'au début on croit que ça concerne que les gays, et vous savez, entre 80 et 87, les pouvoirs publics étaient totalement absents de la lutte contre le sida. Même Mitterrand, il a dit pour la première fois dans un discours officiel le mot sida en 87. Et là, on a un peu l'impression que c'est ça, sauf que là, on commence à avoir des études où on voit, en France, en Espagne ou ailleurs, qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent aussi le chemsex. Et il serait temps, parce qu'il faut donner l'information. Vous savez, les gens, ils ne savent même pas que prendre certains produits mélangés avec de l'alcool, ça peut les faire mourir. En fait, c'est rappeler surtout qu'avant de parler de sexualité, c'est parler de drogue précisément qui s'opère. C'est surtout ça. Bien sûr, mais et aujourd'hui de comprendre aussi pourquoi des personnes ont besoin dans leur sexualité et commencent parfois leur sexualité, des gens de 17 ans, 18 ans. Pour eux, la sexualité, c'est commencer avec de la drogue et souvent en même temps, même des films porno en même temps. Ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, voilà. en fait. Et donc, tous ces gens-là, il faut leur expliquer que c'est pas forcément ça l'amour. Et qu'au contraire, ça va être très difficile pour eux. Mais il ne faut pas les stigmatiser. Il ne faut pas en parler comme on l'a fait pendant l'affaire Palmade, où on a stigmatisé totalement tout ça, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens en souffrance, qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident, et qu'il faut qu'on prenne à bras le corps. Et la première des choses, et on attend que l'État le fasse, ça fait 3 ans, je vais voir le ministre de la Santé dans quelques jours, j'espère qu'il sera plus efficace que le précédent. Il faut faire un état épidémiologique pour qu'on sache exactement quelle est la situation dans notre pays. Combien il y a de personnes qui en meurent, combien il y a de comas, combien il y a de personnes qui se suicident. On a des estimations, mais elles ne sont pas suffisamment sérieuses aujourd'hui. Et de la drogue chez tous les jeunes en général. Et puis oui, mais ces drogues, vous savez comment elles arrivent dans votre boîte aux lettres, hein. Elles arrivent dans votre boîte aux lettres. Au collège et au lycée aussi. Ouais. L'un de vos grands combats aussi, c'est celui de la fin de vie. Vous êtes président d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Aujourd'hui, 2 novembre, c'est la journée mondiale pour le droit à mourir dans la dignité. Qu'est-ce qui freine le président de la République, Emmanuel Macron, peut-être la première ministre aussi, Elisabeth Borne, pour prendre cette grande mesure qui pourrait être celle finalement dont on se souviendrait pour ce second quinquennat, et puis aussi une mesure qui est portée par beaucoup de Français aujourd'hui? Aujourd'hui, 9 Français sur 10 dans tous les sondages sont favorables à une loi, non pas parce qu'ils veulent être spécialement euthanasiés, ils veulent avoir le choix. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Et puis qu'on voit bien que la fin de vie, les politiques, ils ne s'y intéressent pas comme ils devraient. On a l'impression, avec nos chefs d'État, ça a souvent été des hommes, je pense que s'il y avait un peu plus de femmes qui seraient présidentes de la République, je pense que ce problème, il serait résolu depuis longtemps. Parce que les hommes, ils sont dans la toute-puissance. Et penser à la mort, c'est comme un espèce d'aveu d'échec, alors qu'il faut le dire, on va tous mourir, et qu'au contraire, penser à la mort, c'est au contraire une vraie richesse, parce que quand vous pensez à la mort, c'est pas morbide du tout. Ça veut dire que vous allez mieux vivre votre vie, parce que être dans une course à plus d'argent, plus de responsabilités, alors que vous allez mourir et que vous profitez pas de la vie, ça ne sert à rien. Et puis fuir son pays pour pouvoir aller mourir ailleurs. Et puis vous savez combien ça coûte. Enfin, aller en Belgique encore, mais il faut voir les relations pour y aller en Belgique. Alors c'est important que vous saisissiez effectivement ce point, parce qu'effectivement c'est une question d'équité aussi. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas libre non plus dans le choix de pouvoir aller mourir ailleurs. Déjà, mourir ailleurs, c'est pas... Ouais. Mais en plus, aller mourir ailleurs, ça coûte de l'argent. C'est comme à l'époque où les femmes devaient fuir à l'étranger pour se faire avorter. C'était celles qui avaient les moyens. Les autres, elles voyaient les faiseuses d'anges. Certaines en mouraient. Ou avaient des séquelles terribles, ne pouvaient plus avoir d'enfants, etc. Aujourd'hui, vous avez les gens qui ont les moyens. Ils vont en Suisse. Ça coûte entre 10 et 15 000 euros. Je suis désolé, tout le monde n'a pas 15 000 euros pour aller en Suisse. Puis en plus, il faut que vous puissiez être capable d'y aller.
en Suisse, parce que ça peut pas être à la dernière minute. Donc vous voyez qu'il y a une vraie injustice. Il y a une vraie injustice entre les Français et que nous, tout ce qu'on demande, c'est simplement vraiment une loi de liberté. Vous savez, c'est pas une loi qui oblige à quoi que ce soit. C'est pas parce qu'il y a eu la loi sur l'avortement que toutes les femmes sont obligées de se faire avorter. Bien au contraire, c'est un droit qu'elles ont. Et là, c'est pareil. Ce qui est complexe, c'est qui donnerait cette mort. C'est ça la complexité aussi. Eh ben, il y a deux façons. D'abord, qui avorte, ça peut être des soignants, ça peut des soignants. Eh bien là, les soignants qui le souhaitent, parce que vous savez, dans tous les pays qui ont légalisé, et autour de la France aujourd'hui, tous les pays ont légalisé maintenant. Il y a une clause de conscience, c'est-à-dire qu'aucun médecin n'est obligé. Et pourtant, il y a plein de médecins qui le font. C'est comme pour l'avortement. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Et il y a aussi la possibilité du suicide assisté. C'est vous-même qui prenez le produit. Il faut bien sûr qu'il vous soit prescrit. On ne vous donne pas ça. C'est pas pour aider un petit jeune qui a un chagrin d'amour à se suicider. Il faut être accompagné dans le temps. Oui, parce qu'il bien sûr. Il faut qu'il y ait une vraie législation. Il faut qu'il y ait une vraie législation. Il faut qu'il y ait une loi comme les Belges qui permettent d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs, parce que c'est quand même un terrible échec dans notre pays. On n'y met pas l'argent et c'est pas normal parce que nos fins de vie, elles valent autant que nos débuts de vie. Et puis, il faut de l'autre côté permettre la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, parce que malheureusement, les soins palliatifs, ça ne peut pas résoudre tout. Ça résout 95% des cas, c'est énorme. Mais il faut aussi penser aux autres, parce que ça peut être vous, ça peut être moi. Et c'est en tout cas des dizaines de milliers de personnes qui, tous les ans, se retrouvent dans des souffrances insupportables. Pour lire, comprendre davantage la pensée justement de Jean-Luc Romero-Michel, eh bien vous lisez Le Serment de Berne, les éditions, je les ai plus en tête. L'Archipel. Voilà, édition de l'Archipel, Merci. Qui est donc en librairie déjà. Oui, il est sorti il y a quelques jours. Voilà, donc vous pouvez le retrouver dès maintenant et puis évidemment vous suivre. Merci pour toutes les luttes engagées que vous portez haut et fort et pour l'égalité de nos jeunes. Merci Jean-Luc Romero-Michel d'avoir été avec nous sur ce plateau. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation. Alors, comment gérer les changements physiques et psychologiques à l'adolescence? Déjà, plus vieux, on sait que c'est pas facile, mais à l'adolescence, c'est carrément difficile et on est tous passés par là. Une période compliquée à traverser pour les jeunes, mais aussi pour les parents qui savent pas toujours comment faire. Heureusement, il y a ce bouquin qui est sorti. 103 questions et leurs réponses pour tout savoir sur les ados ou tenter de les comprendre aux éditions Hatier Parents. Et je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Nine Perrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur donc de ce livre, les 103 questions pour tout comprendre et savoir, en tout cas tenter de comprendre nos ados. J'en ai un ado, j'ai eu des beaux enfants aussi, je les ai toujours d'ailleurs, mais qui sont plus ados maintenant. Effectivement, c'est pas une période simple. Vous n'êtes plus ado vous-même, mais vous êtes passé par là. C'est pour ça aussi que vous aviez envie d'écrire sur ce sujet. Oui. C'était pas simple. Non, c'était pas simple. C'est un bon moyen de réfléchir sur sa propre adolescence, je pense. Non, je pense qu'il manquait, pour nous, il manquait un peu de médiation qui soit encore assez proche des adolescents et pas que des parents ou des psychologues qui ont l'habitude de travailler sur ces problématiques-là. Donc là, c'était un petit peu, nous, avec notre recul d'adulte, ce qu'on aurait aimé que nos parents sachent quand nous, on était adolescentes. En fait, oui, c'est ça, c'est un autre prisme. C'est-à-dire de voir d'abord, à travers le prisme des enfants, des ados, ce qui se passe, pour essayer de leur dire, écoutez, non, tu es passé par là, mais tu as oublié. Donc je vais te rappeler exactement quel est mon sentiment à ce moment précis. C'est ça. C'est aussi un moment où on se découvre, où on tente de se découvrir peut-être soi, et aussi on découvre la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que les luttes, et elles sont nombreuses aujourd'hui, par lesquelles on doit passer. Oui, bien sûr. En plus, je pense qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément les mêmes pour les parents actuels d'adolescents. Et donc, c'est aussi un moyen de rappeler, de décrypter ce qui n'a pas tant changé que ça, comme les questions vestimentaires, par exemple. Mais peut-être les questions de genre sont un peu plus prégnantes aujourd'hui, ou d'autres choses, de décrypter certains termes, des nouveaux termes comme, j'en sais rien, la grossophobie, ce genre de choses, par exemple. Aussi. On a essayé de le décrypter avec Guillaume Ouattara. Après l'écriture du livre. Qui a tenté de nous expliquer dès le départ. Moi, je ne comprenais rien. J'avoue, j'assumais complètement le fait de ne pas comprendre. Mais c'est aussi, effectivement, même si on sourit, mais c'est aussi, effectivement, une époque. Comprendre ce que sont les réseaux sociaux, ce que c'est que cette époque-là, ce n'est pas toujours simple. On peut comprendre l'état des parents, mais on peut comprendre surtout, et on doit comprendre nos ados. Alors, 103 questions. 103 questions, pourquoi 103 déjà? Et quels sont les thèmes, les grands thèmes abordés?
parce qu'on avait 103 questions à poser. Précisément. Ouais. Non, c'est un livre qui s'inscrit dans le cadre d'une collection qui aborde plusieurs thèmes sur la parentalité. Ça devait être autour de 100 questions. Nous, 103, c'était le bon chiffre pour nous. On y aborde des termes, des sujets de corporalité, des sujets de sexualité, mais aussi des sujets de société, notamment parce qu'on a nous l'impression qu'on a tendance à penser que les jeunes se désintéressent, sont complètement dépolitisés, etc., alors que pas du tout, ils ont des nouveaux... Bien au contraire, ouais. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de décrypter, les nouveaux engagements, comment les comprendre, que ce soit dans un régime alimentaire ou dans comment on peut s'engager quand on est adolescent, comment se protéger, connaître la loi aussi, les lois, même pour les parents, les rappels, etc. Si on s'engage dans certaines actions, on sait que ça peut poser des problèmes. On aborde aussi toute la relation parent-enfant, en fait, comment laisser suffisamment de lest pour que son ado grandisse tout en continuant à le protéger, essayer de le comprendre sans pour autant être son ami, mais sans non plus être son bourreau, et essayer de construire une nouvelle relation de confiance qui est à construire parce qu'elle ne va pas de soi comme on n'est plus un enfant en fait. Aujourd'hui, quand on voit les images, ne serait-ce que dans les JT classiques, le fameux 20h sur les grandes chaînes, mais aussi évidemment sur les réseaux sociaux et autres médias, on peut se poser la question de certains parents, je les entends dire non, mais moi je veux absolument pas que mes enfants soient au courant de l'actualité, voient ce qui se passe, etc. Certains peuvent se poser la question de est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il faut traiter le sujet et autres. Alors quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être qu'on peut vraiment légitimement se poser la question. Quand on est face à un ado, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors nous, notre positionnement, c'est que éviter une question, c'est jamais une bonne idée. Déjà parce que quand les adolescents ont accès aux informations, qu'on le veuille ou non, et que si on ne le veut pas, probablement qu'ils auront des informations potentiellement un peu violentes. Ou alors fausses, ou des choses qui seront pas en mesure de comprendre et décrypter eux-mêmes. Donc en fait, éviter les questions, c'est éviter d'aborder certains sujets, c'est nourrir l'angoisse, non ? C'est ça. En fait, c'est complètement nourrir l'angoisse et en plus, c'est pousser l'adolescent à aller chercher des réponses là où il ne saura pas forcément trouver des réponses fiables. Il y a quand même des images qui peuvent être très violentes, que ce soit des sujets de société ou des sujets de sexualité, etc. Et en fait, ne pas expliquer pourquoi c'est pas forcément juste, pourquoi c'est pas la réalité, pourquoi c'est qu'un aspect de la réalité, pourquoi l'information est parfois déformée ou unilatérale, ou etc. Et en fait, éviter les questions, c'est éviter de construire l'esprit critique aussi. Donc pour nous, ça paraît hyper important. Alors évidemment, il faut adapter en fonction de l'âge. On ne dit pas la même chose à 12 ans qu'à 17. Mais accompagner, ce sera pour nous toujours plus constructif que d'éviter en fait. Notamment accompagné par ce bouquin. Guillaume Attara. Est-ce qu'on a une information sur l'âge de l'adolescence ? Parce que le sentiment qu'on a, c'est qu'elle est de plus en plus précoce, puisque les enfants ont accès très tôt à tous les outils qui les propulsent dans TikTok et compagnie. Moi, je croise souvent des jeunes, voire des très jeunes, qui ont des références assez précises. Et paradoxalement, on a l'impression qu'elle s'étire. C'est-à-dire notamment le fait que les jeunes aillent chercher de plus en plus le bac+5, la masterification d'une classe d'âge, ça fait qu'ils n'arrivent qu'à 25 ans à un travail, des responsabilités. Donc est-ce que maintenant l'adolescence c'est une espèce de période qui dure entre 10 et 15 ans ? Alors, il n'y a pas de consensus. L'OMS, par exemple, décrit en fait l'adolescence sur la période qui va de chamboulement qui suit en fait la puberté, qui est déclenchée par la puberté et qui suit la puberté. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment de date de fin, ou alors on pourrait considérer, selon cette définition, que c'est 25 ans quand on arrête de grandir, ou avant quand la puberté s'arrête de manière un peu plus ostensible. Maintenant, c'est vrai que nous, sur le média qu'on a, sur le premier livre qu'on a écrit et sur celui-là, en fait, c'est un peu quand vous sentez que vous en avez besoin. En fait, il y a des parents qui vont sentir que leurs enfants... là, en l'occurrence, qu'ils ont besoin de le lire avant que l'adolescence arrive vraiment. Peut-être quand leurs adolescents auront 10 ans, par exemple. En anglais, c'est teen, donc ça va être toutes les années qui commencent à 10. Donc, dans le langage, ça implique que ça commence un peu plus tôt que peut-être. Nous, en France, je pense qu'on a une compréhension, je dirais, 12-17 ans. Et aussi longtemps que nécessaire en fait. C'est effectivement, je pense que la période de construction elle dure plus longtemps parce que les études durent plus longtemps et potentiellement comme on a un accès à l'information notamment lié au téléphone portable et internet etc. qui fait que on a l'information plus tôt aussi donc on se pose des questions avant. Après je pense qu'il faut pas forcément confondre le fait d'avoir accès à ces informations et du coup de se poser des questions et le fait d'agir dessus. Je pense notamment aux questions de sexualité. On sait que énormément d'enfants alors j'ai plus exactement les chiffres en tête. 9 ans, 50% des garçons ont déjà vu un film porno. Voilà, très bien. 9 ans. Absolument. 9 ans. Ça veut pas dire qu'ils vont tous chercher à coucher avec quelqu'un
à 9 ans, ou même à 10. Non, mais c'est une fausseté, c'est très important de parler de ça, parce que effectivement, ce sont des images fausses qu'ils voient à un âge où ils ne sont pas capables de décrypter. Ils ne connaissent même pas leur anatomie, quelque part. Très compliqué. Et qui potentiellement ne va pas du tout avec ce qu'ils ressentent, peut-être qu'ils vont commencer à ressentir de l'excitation, mais peut-être pas aussi, peut-être qu'ils ne les comprennent pas. Et en fait, toutes ces choses-là, il faut pouvoir encore une fois, il faut pouvoir les accompagner. Et puis dans ce cas précis, alors effectivement, si on parle de sexualité, c'est très difficile de pouvoir parler avec son enfant, enfin pour beaucoup on le comprend, de parler de sexualité. Déjà, ça peut être difficile de parler avec un ami, avec un parent, avec son propre ami ou mari. Donc on peut imaginer qu'avec son enfant, ce soit difficile d'aborder. Et là, pour le coup, c'est là où un livre comme le vôtre peut effectivement vraiment être une aide considérable. Absolument. Enfin, alors nous, ce qu'on essaye de donner, c'est des exemples assez concrets. On a des espèces de phrases types. Alors il y a toujours le truc de... On l'aborde par une amie ou un ami, ou moi quand j'étais petite, enfin voilà, des espèces d'anecdotes un peu annexes qui permettent d'amener au sujet. Sinon, il y a des choses très concrètes. Si c'est difficile, mettez les outils entre les mains de vos enfants. Des plaquettes du planning familial, notre premier livre, à tout hasard. Même avoir des préservatifs à disposition dans la maison, on dit on pose pas de questions. En fait, c'est difficile à mettre en place et je comprends que ce soit difficile d'en parler, mais c'est des choses qui permettent de protéger très concrètement les enfants et qu'en fait, ils se mettent pas dans des situations de danger quand la conversation est difficile à avoir. L'autre chose qu'on conseille, c'est que si c'est trop dur pour soi ou si par exemple la relation devient conflictuelle pour des raisons X ou Y, c'est d'essayer, entre guillemets, de leur mettre dans les pattes d'autres adultes de confiance. Une tante, un parrain, ça peut être aussi dans le cadre scolaire. Enfin, nous, c'est vrai que ce qu'on écrivait beaucoup dans le premier, et là qu'on est réécrit un peu dans le deuxième, c'est... ça peut être l'infirmière scolaire, ça peut être le CPE avec qui tu t'entends hyper bien. Ou si ça ne marche pas par le bouquin et par la conversation avec le parent, tout simplement leur indiquer, par exemple, le compte Instagram @brio.ado au pluriel pour pouvoir aller voir aussi de leur propre manière comment ça fonctionne et ce qu'on peut en dire. Je suis désolée, on est pris par le temps. Check juste, en fait, c'est 12 ans, 50% des enfants qui ont déjà eu accès au porno. Ah oui. Et à partir de 6 ans, l'accès commence pour les jeunes. Voilà, c'est pas 9 ans, c'est 12 ans, mais c'est déjà trop tôt. C'est déjà trop tôt, oui. Merci en tout cas d'avoir été sur ce plateau, Nine Perrard. Vous avez donc écrit ce livre 103 questions et leurs réponses pour tout savoir sur les ados ou tenter de les comprendre. Vous l'avez coécrit avec Béatrice Noiset et Emma Sarret et donc on peut le retrouver édition Hatier Parents. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Vraiment, et je vais le lire attentivement, c'est promis. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique. Merci. Pour votre chronique, Guillaume, vous allez nous emmener, une fois n'est pas coutume, sur TikTok. Mais non, mais c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Si. Et autres réseaux sociaux, mais alors pour un sujet vraiment grave, qui est celui de la santé mentale. Oui, parce que TikTok, les réseaux sociaux, ça n'est pas que du kwakubé, servir en tranche de rire. C'est aussi parfois des messages compliqués, des phobies ou bien des troubles mentaux qui peuvent se révéler. Je suis tombé sur un chiffre de nos confrères de MCE TV. L'Institut BVA pour la Fondation Jean Jaurès a mené une étude auprès de 1005 jeunes de 18 à 25 ans et 17% d'entre eux avouent que les images sur les réseaux sociaux les complexent et génèrent un sentiment d'infériorité. En clair, en étant exposé à d'autres personnes, des corps qui parfois sont retouchés, retravaillés, on a maintenant de l'intelligence artificielle pour continuer à nous faire encore plus complexer, eh bien ça a un impact durable sur la santé mentale des plus jeunes. On ne parle pas d'ados comme il y a quelques instants dans le Bon Point, on parle vraiment des 18-25 ans, donc des gens qui ont déjà construit leur identité au corps. Et pas tout à fait. Une info qui fait écho notamment à des contestations qu'on a pu voir ces dernières semaines aux États-Unis. Oui, les réseaux sociaux sont en ce moment passés au peigne fin, au crible. Ça fait suite à une longue enquête des sénateurs notamment et du Congrès américain. Et 40 États ont lancé des poursuites contre le géant des réseaux sociaux, Meta, qui détient Facebook et Instagram. Ils l'accusent en fait de nuire à la santé mentale et physique de la jeunesse. Voilà ce que disent les procureurs généraux américains. Meta a exploité des technologies puissantes et sans précédent pour attirer et finalement piéger les jeunes et les adolescents afin de faire des profit. Le terme n'est pas anodin, c'est un piège qui serait mis en place. On en parlait avec la gamification ici même il y a quelques temps. En France, il y a également eu un mouvement, nous révèle France Inter, ou nous rappelle France Inter, une plainte contre TikTok de la part des parents d'une jeune fille, Marie, qui a été retrouvée morte, pendue dans sa chambre en septembre 2021. Quelques semaines avant de mettre fin à ses jours, elle avait décidé de publier sur les réseaux sociaux une vidéo pour parler du harcèlement qu'elle subissait à cause de son poids, la grossophobie, et son algorithme, à partir de ce moment-là, ne lui avait mis
que des vidéos qui montraient des personnes qui étaient en situation de surpoids, des personnes qui étaient dépressives et eh bien les parents ont décidé d'attaquer TikTok. Voilà ce que dit l'avocate des parents. Ces vidéos ne peuvent que conduire à être encore plus mal et donc TikTok a évidemment sa part de responsabilité dans le passage à l'acte. C'est un phénomène bien connu dont vous nous parlez, Guillaume, ici assez régulièrement, qui est l'insularité cognitive. Oui, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, mais une bonne piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Vous savez, c'est un concept du sociologue Gérald Bronner qui le met en application sur les phénomènes de radicalisation en ligne. Il explique que les algorithmes des réseaux sociaux, censés nous permettre d'avoir des recommandations qui nous plaisent, finissent par nous enfermer sur une île de la pensée. Insularité pour île, cognitive pour la pensée. Et donc, à force de voir des contenus similaires, on finit par ne voir toujours que la même chose. Et alors justement, vous vouliez nous alerter, illustrer ce phénomène avec une tendance virale sur laquelle vous êtes tombé et qui vous a interpellé. Oui, c'est une vidéo, en tout cas une série de vidéos assez étranges. Tout commence par une musique, celle d'Anaïs, une musique qui s'appelle XS, où elle parle de son anorexie, avec des paroles assez explicites. Je me suis privé de manger pendant des semaines parce que tu m'avais dit que tu la trouvais belle, comme si c'était ce qui me manquait pour qu'enfin tu m'aimes. Voilà, c'est un témoignage bouleversant, personnel. Et bien sur TikTok, c'est devenu une trend que je vous propose de découvrir à travers une vidéo parce qu'elle pose pas mal de questions. Côté, cette jeune fille a été victime d'anorexie, l'a subi et a pu s'en sortir. C'est le message positif qu'elle montre à travers sa vidéo. Mais dans le même temps, son propos est assez inquiétant, notamment si des personnes qui sont dans le schéma de pensée tombent dessus, puisqu'elle explique « Je rentrais dans du 14 ans, j'aimais voir mon corps avec mes os, ce corps me manque ». C'est là où en fait c'est très perturbant ce rapport aux réseaux sociaux et à la santé mentale. Elle est sortie d'un trouble psychique, l'anorexie, mais elle en parle dans des termes qui peuvent laisser penser que c'était une période plutôt satisfaisante pour elle dans sa vie. Voilà, c'est ce qu'il y a de toujours très compliqué avec cette tendance. C'est pas nouveau, ces problèmes d'anorexie, évidemment, et ces troubles de comportement. Exactement, troubles de comportement, santé mentale, ça n'a rien de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce genre de vidéos qui, d'une certaine façon, même si elles sont là pour faire de la prévention, glorifient parfois ces troubles. Et puis surtout, moi j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire que comme je m'intéresse beaucoup aux phénomènes de réseau, j'ai liké, j'ai enregistré la vidéo parce que ça m'interpellait. Et pendant une semaine, je suis tombé sur une dizaine de vidéos, avec plus ou moins de distance, mais qui mettaient toujours en avant ces troubles du comportement alimentaire. Vérifiez donc ce qu'il y a sur le téléphone de vos enfants parfois. Oh là là, là c'est terrible. Merci beaucoup Guillaume de nous alerter toujours là-dessus et sur les réseaux sociaux. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, son invitée est la Miss France Marine L'Orphelin. Tu remportes Miss France et après tu reprends tes études. Ouais. Est-ce que pendant l'année où tu es Miss France, est-ce que tu peux encore suivre médecine? Comment tu t'organises? Non, en fait, d'ailleurs, au début, Sylvie Tellier me dit, je pense qu'elle avait un peu peur, elle me dit non, mais si tu veux, tu peux continuer la fac et tout. Et en fait, de moi-même, je lui dis, mais comment tu veux faire? C'est pas possible, Sylvie, tu le sais très bien, ça va pas être possible. Et du coup, je me rends à l'évidence qu'en fait, c'est pas possible, tu vois, de faire la deuxième année en parallèle. Et donc oui, je mets la deuxième année en stand-by. Mais tu regardes quand même les cours ou non? Plus du tout de médecine? Je les regarde pas du tout jusqu'en septembre. En fait, d'ailleurs, je me suis rappelée de ça il y a pas très longtemps. Alors, en interview, on m'avait posé cette question et je m'en rappelais plus. En fait, j'ai repris les révisions. En fait, je suis partie avec mes cours à Miss Monde, qui était fin septembre. Donc c'était plutôt sur la fin de l'année, tu vois. Où tu te places quand même dauphine, enfin t'es deuxième du concours. Ouais, j'ai terminé deuxième, mais je pars avec mes cours en fait. Parce que je me dis, il faut que je me remette dedans. Donc Miss France, ça va être en décembre, donc je me dis, il faut quand même que je relance la machine. Et en fait, à Miss Monde, j'ai pas du tout révisé. J'ai pas du tout eu le temps non plus. C'est des journées très chargées. Puis c'est un autre enjeu. Puis j'avais envie d'en profiter aussi. Ouais. J'avais pas du tout la tête à mettre dans le métier. Tu rencontres des jeunes femmes du monde entier. Enfin, c'est hyper enrichissant autrement.
Et quand tu décides de retourner à la fac, ça se passe comment? Parce que là, pour le coup, tu as gagné Miss France, tu as été très médiatisée. Ouais. Comment on se réintègre dans un amphi avec plein d'étudiants? Ça a été un peu difficile de me sentir à l'aise parce que je sentais vraiment tous les regards penchés sur moi, quoi. C'est vraiment particulier de perdre cet anonymat et d'arriver dans un endroit où tout le monde te connaît finalement. Et moi, je les connaissais plus. Parce que ça faisait quand même 1 an que j'étais partie. Oui, donc, en plus, c'est même pas la même promo. C'est pas la même promo. Donc, vraiment particulier, ouais. Vraiment particulier. En fait, je me sentais pas hyper à l'aise. J'avais envie d'être considérée comme les autres, tu vois, d'être un peu anonyme dans la foule des étudiants. Et en même temps, c'est le revers aussi de la médaille, tu vois. Donc, faut aussi assumer, tu vois, ce que tu as vécu, qui tu es et tout. Faut une force de caractère quand même pour arriver à... J'essayais de me faire toute petite et en même temps, tu vois, on me posait pas mal de questions sur ce que j'avais vécu, sur Miss France, etc. Et j'y répondais. Mais c'est surtout que quand tu repars pour combien d'années? Je reprends en 2e année, du coup, que j'avais laissé en stand-by et je repars pour 7 ans. Parce que c'est 9 ans médecine générale. Mentalement, il faut y aller. Quand tu as eu un break comme Miss France qui t'offre une multitude d'opportunités en plus. Ouais, mais je t'avoue que, tu vois, du coup, quand je reprends, je réalise pas que ça va être 7 ans. Et encore une fois, tu vois, je me dis, c'est sympa, c'est les études, moi j'aime bien, tu sais que ça va, je vais apprendre, je vais kiffer. Et en fait, je me rends compte que j'ai quand même vachement changé avec Miss France, que je suis plus exactement la même personne et que j'ai vécu beaucoup d'émotions. Du coup, tu vois, beaucoup d'adrénaline au quotidien, beaucoup d'émotions et tout. Et là, d'un coup, c'est encéphalogramme plat, quoi. C'est le calme plat, tu vois. C'est la routine de la fac. Donc là, il y a moins d'émotions quand même. Tu vois. Mais tu mets du piment dans la routine. Oui, je continue à faire pas mal de choses en fait en tant qu'ambassadrice française. Je continue à avoir des contrats, à être invitée sur plein d'événements. Donc finalement, je fais les deux en parallèle parce que justement, je me rends compte que j'arrive pas à arrêter aussi ce rôle. Addiction, un peu, tu vois, ça pimente effectivement mon quotidien et c'est ça qui fait qu'en fait, je suis aussi contente de temps en temps d'aller à la fac, de rentrer chez moi. Et je suis contente aussi de temps en temps d'aller en événement. Mais à la fac, tu dois être plus attendue sur tes résultats scolaires, pour le coup. À la fac, je suis plus attendue, effectivement. Et notamment en stage à l'hôpital, je sens une espèce de pression où je dois prouver que je mérite ma place et que je suis vraiment motivée et que j'en veux comme les autres, en fait. Parce que certains partent du principe que parce que je suis Miss... je suis pas franchement motivée pour devenir médecin et que j'ai rien dans la tête. Tu connais les clichés. Est-ce qu'avec tes patients, tu vois aussi une différence? Peut-être elle est positive, peut-être plus. Avec les patients, c'est plutôt positif, oui. Effectivement. Ouais. Avec les patients, c'est positif parce qu'ils me reconnaissent, mais Miss France, c'est quand même un concours qui est très populaire et où les gens, globalement, nous apprécient. Et donc, ils doivent vouloir passer avec toi. Ils sont contents. Ils me demandent des photos dans les couloirs. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Marine L'Orphelin. Merci beaucoup, Malika, et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Le jeu moteur de notre construction psychique et de notre rapport au monde et aux autres. Qu'est-ce qui se joue quand on joue? Quand on joue, tout d'abord, ce qui est toujours intéressant de se dire, c'est que ce qui se met en jeu, c'est notre rapport avec le monde et notre rapport avec nous-mêmes. Et justement, l'espace dans lequel on joue, c'est un espace entre les deux, qui est appelé transitionnel et qui est vraiment quelque chose qui se fabrique au moment où justement on joue. Quand on joue à un jeu de cartes, quand on joue à un jeu de société ou autre, c'est justement la manière dont on va appréhender ce quelque chose de la réalité à l'intérieur de nous, qui va faire qu'au moment où on joue, on ne va jamais savoir exactement ce qui va se passer, exactement ce qui va se dérouler dans cet entre-deux qui va nous nourrir. Objet transitionnel comme les doudous. Vous aviez écrit un bouquin sur les doudous d'ailleurs. Tout à fait. Objet transitionnel comme les doudous, mais pas tout à fait. Le jeu, il a un statut un peu plus compliqué parce que traditionnellement, en psychanalyse et en psychologie, on le met justement après ces phénomènes transitionnels comme le doudou, comme quelque chose de plus élaboré. Et toute l'idée du livre, c'était de montrer que justement, dans ces interactions précoces, dès le début du développement de l'enfant, il y a déjà quelque chose bien avant ça, bien avant d'avoir justement construit sa réalité, mais que ces moments de jeu, ces moments d'intersubjectivité, ces moments d'échange au début de la vie sont déjà quelque chose qui construit notre rapport au monde. Vous pensez que c'est un apprentissage qu'on devrait intégrer au programme scolaire ? Oui, je pense qu'au même titre que les mathématiques, que le français, l'optique de la pédagogie chez les enfants est plutôt de les appréhender à la vie adulte. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas enseignées et inculquées dès le plus jeune âge, et je pense que cet enseignement en fait partie.
Cet enseignement, il est obligatoire, mais est-ce qu'il est suffisant pour vous, Marianne Schoen, à l'école, au collège et au lycée? On voit que ça se fait un petit peu en 3 temps, si je puis dire. Il est obligatoire, il est vrai, mais aussi la limite pour nos professeurs, enfin pour tous les instituteurs, c'est qu'ils ne sont pas tous formés ou ne sont pas tous recyclés. Donc il est très très compliqué pour l'éducation nationale de former les enfants quand eux-mêmes sont en difficulté sur les gestes ou sur les connaissances de base. C'est ça, il est obligatoire sur le papier. Métier 360, c'est montrer aux jeunes à quoi ressemble le métier qu'ils envisagent de faire grâce à la réalité virtuelle, c'est ça ? Vous avez tout compris. Merveilleux, ça se passe avec un outil comme celui que vous nous avez amené en plateau, c'est un casque de réalité virtuelle. Voilà, c'est des choses, alors ça existe quand même depuis quelques années maintenant, mais effectivement on est passé dans des phases, on va dire, de massification des usages. Et l'idée est tout simple, hein, voilà, vous êtes en classe, vous avez plutôt un demi-groupe qu'une classe entière, un peu plus facile, vous avez 5-6 casques comme ça, puis hop, on fait comme ça, là, on est parti. Bon, je ne vais pas le faire pour de vrai, hein, mais vous mettez ça sur la tête. Et puis, vous allez passer 5-6 minutes en immersion dans un univers professionnel. Vous allez voir des gens travailler, vous allez les entendre nous raconter ce qu'ils font, le parcours qu'ils ont suivi, etc. Et puis, au bout de 5 minutes, vous allez retirer le casque et vous aurez envie d'en parler. Donc, vous serez en train de travailler votre projet. Parce que c'est vrai que savoir ce qu'on fait dans la vie plus tard, c'est pas forcément évident, surtout quand on a moins de 18 ans. Il y a le rôle des professeurs, il y a le rôle des parents, des conseillers d'orientation aussi. Vous amenez quelque chose en plus qui est le concret des métiers dont on se rend pas forcément compte quand on est étudiant. Alors c'est un sujet qui est compliqué, qui a toujours été compliqué, qui est terriblement chargé en émotions, en anxiété, enfin voilà. L'orientation. Qu'est-ce que je vais faire de moi plus tard, enfin, c'est une question existentielle, hein, donc c'est un sujet qui a toujours été compliqué, qui n'est pas complètement rationnel. Hein, il suffit pas de remplir un quiz pour savoir ce qu'on va devenir. Donc il y a beaucoup de choses. Et finalement, ce qui est le plus décisif dans sa capacité à prendre une bonne décision, c'est les expériences qu'on a vécues. Alors, c'est vrai qu'en collège, au lycée, on n'a pas vécu encore grand-chose, mais c'est quand même ça qu'on va solliciter au moment de choisir une formation dans une perspective. Donc nous, notre idée, c'est assez simple, c'est de dire dans le casque de réalité virtuelle, on peut rassembler plein de petites expériences. Alors elles sont virtuelles, elles durent que 5 minutes, mais c'est quand même des vraies expériences. Enfin, c'est ce que la technologie apporte. Oui, alors quel est le pays, selon vous, qui est le plus gentil? Il y a une étude qui a été menée en 2022 sur... Déjà, c'est pas la France. C'est pas la France. La France figure en 45e position. Ouais, c'est loin. Alors, à votre avis, ce pays, on le surnomme le pays du sourire. C'est en Asie. Et la capitale, c'est Bangkok. La Thaïlande. C'est la Thaïlande, effectivement. Et ça fait 16 fois en 20 ans que la Thaïlande figure dans le top 3 des pays les plus gentils. Et les autres, alors? Ensuite, on a l'Irlande, l'Australie, l'Islande, le Canada, le Sénégal, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, c'est un hommage à Marine Plantec en régie, le Cambodge et l'Indonésie. Voilà, beaucoup de pays asiatiques. Marine, c'est une moyenne entre le Portugal et la Bretagne quand même. C'est ça. On a plein de choses à se raconter, effectivement. Dans quelle mesure les premiers secours sauvent-ils des vies en attendant, bien sûr, l'arrivée des urgences? Est-ce qu'on sous-estime effectivement l'utilité, le côté vital de ces gestes? Ah oui, complètement. Je pense que, enfin, et je ne suis pas la seule à dire ça, c'est que c'est un enjeu majeur de santé publique, à savoir que la place du primo-intervenant, donc la première personne sur les lieux d'un sinistre, d'un accident ou d'un arrêt cardio-respiratoire ou quelconque accident, c'est vrai, elle est vraiment essentielle. Donc ces primo-intervenants doivent être formés aux gestes de secours et aux gestes qui sauvent, qui ne sont pas si difficiles que ça à appréhender. C'est ça qui est fou. Ouais. Oui, et qui sont complètement abordables dès le plus jeune âge. Comment vous vous y prenez justement pour créer ces contenus? Vous mettez une caméra 360 sur quelqu'un qui exerce le métier. Si quelqu'un veut être présentatrice télé sur School TV, vous mettez une caméra ici, c'est ça? Alors, la première chose, c'est que toutes ces expériences immersives, c'est comme ça qu'on les appelle, on les fait jamais seul. On les fait toujours avec un partenaire, et un partenaire qui a une légitimité, alors soit sur un territoire, on travaille beaucoup avec les régions, soit sur une filière professionnelle. Donc par exemple, si je vous emmène sur un chantier de travaux publics, c'est quelque chose qu'on a co-construit avec la Fédération nationale des travaux publics, et donc dans la façon dont on va montrer les différents métiers et les problématiques qu'on va mettre en avant, voilà, ça va correspondre à une réalité de la filière professionnelle ou du territoire. Ça c'est vachement important parce qu'on n'a évidemment pas la prétention, nous,
alors on est une petite équipe, de connaître tous les métiers du monde et de savoir ce qui est intéressant à montrer. Donc la première chose, c'est qu'on le fait toujours en partenariat avec des coproducteurs. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qui nous importe, c'est pas forcément de vous faire rêver et de vous emmener dans l'espace. Parce qu'à la limite, si vous voulez devenir astronaute et que vous savez que déjà c'est votre projet, super, vous avez un projet, il n'y a pas besoin de nous. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être au plus près de la réalité. Et la réalité, des fois, elle est juste toute simple, elle n'est pas forcément hyper glamour. Mais les gens, ils ont toujours une bonne raison d'être là et c'est ça qu'ils partagent. Donc après, techniquement, c'est des toutes petites caméras qu'on pose à un endroit. Nous, on s'en va, on sort du champ, on déclenche ça avec le téléphone et on dit allez-y, bossez. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions et notamment les chroniques de Guillaume Ouattara qui sont toujours passionnantes, tout comme celle de Loïc Landreau qui fait partie aussi du Grand JT. Merci, on vous retrouve quand, Guillaume ? Dès demain, je vous propose, si ça vous va. Est-ce que vous savez déjà de quoi vous allez nous parler demain ? D'actualité, beaucoup d'actualité. Toujours, comme d'habitude, évidemment. Merci beaucoup à toute l'équipe du Grand JT. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Covin Bonizek. Au maquillage, Julie Ordner. Et bien sûr, Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.